Bonjour à toutes et à tous. Le sujet parlant en analyse fait l'épreuve de ce qui se dit à son insu, de ce qu'il agit sans qu'il puisse en avoir le contrôle. Comme le dit Lacan dans Les Formations de l'inconscient, en 1957, une fois que vous êtes entré dans la roue du moulin à paroles, votre discours en dit toujours plus que ce que vous n'en dites. La parole révèle ce qui se joue sur l'autre scène. Rêve, lapsus, acte manqué. Ces manifestations de l'inconscient rappellent que depuis Freud, le moi n'est pas maître en sa demeure. Hervé Castanet, dans son Comprendre Freud, l'énonce ainsi. Personne ne fait ami-ami avec son inconscient. Dès lors qu'il parle, il existe pour le sujet une Spaltung, une division qui déloge son moi de la position de maîtrise dans laquelle il se complaît. L'autre du langage recèle de ce que Lacan nomme le trésor des signifiants, est le lieu où se constitue le sujet comme effet du signifiant. Lacan, dans la signification du phallus, en fait le principe de la condition humaine en tant que ce n'est pas seulement l'homme qui parle, mais que dans l'homme et par l'homme, ça parle. Lacan énonce que les règles qui structurent l'inconscient sont celles qui structurent le langage. Lacan prend comme exemple la règle de la non-commutativité qui établit que l'ordre de deux signifiants ne peut pas être inversé dans le discours. De même, métaphore et métonymie sont les deux lois structurantes primordiales du langage qui régissent l'autre scène par le double jeu de la combinaison et de la substitution. L'ensemble des manifestations de l'inconscient sont les éléments d'une phrase dont le sens est voilé mais accessible au déchiffrage, par l'interprétation qui vise le signifiant. La traduction des manifestations de l'inconscient est possible grâce à la fonction de l'autre en tant qu'il est le lieu du code. Cependant, si les symptômes apparaissent comme les éléments d'une grammaire, celle-ci n'est pas figée pour autant. Il existe au sein des formations de l'inconscient une part que Lacan nomme scandaleuse, qui échappe au code. Le séminaire sur les formations de l'inconscient peut se dévorer comme un récit d'aventure, à la découverte du grand autre. Le lecteur du séminaire, déjà familier de l'autre comme trésor du signifiant, accomplira alors ce grand parcours dévoilant au fil des leçons un autre infiniment complexe, gros de toute la théorie freudienne sur la constitution du sujet à travers l'épopée oedipienne. Le livre 5 du séminaire se prête aussi à une étude minutieuse de l'œuvre de construction, étage par étage, qu'est le graphe du désir, véritable matrice du sujet. Le graphe s'établissant progressivement figure et scelle l'un des fondamentaux de la doctrine lacanienne, la solidarité obligée du sujet avec le partenaire incontournable qu'est le grand autre. Si Lacan aborde les formations de l'inconscient par un commentaire de l'ouvrage de Freud sur le mot d'esprit, auquel sont consacrées les 7 premières leçons, c'est en raison de la conception du sujet qui s'y véhicule. Un sujet non pas structuré à la manière du moi de l'expérience, mais étranger à sa propre perception de lui-même et dont l'analyse du Witz donne les coordonnées précises. La structure du mot d'esprit met d'emblée l'accent sur l'autre. C'est à lui que s'adresse bien souvent celui qui énonce le mot d'esprit, à l'instar de Hirsch-Hyacinthe, personnage imaginé par Heine et cité par Freud, dont les histoires commencent souvent par cette invocation. Aussi vrai que Dieu me doit tous les bonheurs. Cette dimension d'appel à l'autre comme lieu de vérification se fait sentir, par exemple, sur le plan phénoménologique, à travers le besoin que nous éprouvons de trouver quelqu'un à qui raconter le witz dont nous venons de rire. Le mot d'esprit nécessite donc la sanction de l'autre, dont la fonction est de l'authentifier. Les personnages peuplant les histoires juives chères à Freud, quémandeurs à qui l'on accorde ce qu'ils ne demandent pas ou, ayant obtenu ce qu'ils demandent, en font un autre usage, font consister l'étroite corrélation entre le sujet et l'autre.
Souvenons-nous de l'anecdote de ce mendiant venant d'obtenir de son bienfaiteur une somme d'argent pour nourrir femme et enfants, surpris par ce dernier en train de savourer un plat de saumon mayonnaise, et lui rétorquant: «Quand je n'ai pas d'argent, je ne peux pas manger du saumon, et quand j'en ai, je ne le pourrai pas non plus. Alors quand pourrais-je manger du saumon mayonnaise?» L'histoire incarne ce que toute demande comporte d'aliénation aux signifiants et aux objets de l'autre. De cette aliénation, Lacan met en valeur une conséquence dont il ne cessera de remanier tout au long de son œuvre, la conceptualisation. Au travers des méandres de la demande, le sujet perd le fil de son désir, si bien que celui-ci ne parvient jamais à se faire entendre. En ce sens, le trait d'esprit équivaut à une création venant suppléer à l'échec de la communication du désir par la voie du signifiant, création que l'autre entérine. Cette fonction de garantie d'un message inédit implique un supplément de définition de l'autre. Pouvoir authentifier une signification nouvelle, non contenue dans le code, nécessite que l'autre contienne en lui le principe même du signifiant. Il faut qu'il soit capable de donner le fondement de la loi. Les principes mis en valeur par l'analyse du mot d'esprit éclairent de façon lumineuse le commentaire des textes freudiens sur le complexe d'Oedipe, objet de la deuxième partie du séminaire. Le graphe, enrichi au fur et à mesure de notations cliniques précises, condensera, au fil des 12 leçons rassemblées sous l'intitulé « La logique de la castration », les développements freudiens sur l'Oedipe. Suivre la lecture détaillée à laquelle procède Lacan des textes freudiens sera l'occasion pour le lecteur de découvrir la richesse clinique de cette deuxième section. L'objet, le signifiant, la demande, le désir, trouvent ici une application nouvelle. La relation de l'enfant à son objet primordial, la mère, la nécessaire symbolisation de cet objet instauré par le circuit de la demande, le repérage par l'enfant du désir de la mère au travers de la dialectique phallique, elle-même corrélative du rapport du père à la loi du signifiant, toute cette succession d'opérations s'insère dans le graphe, qui figure progressivement un grand autre à multiples étages, que le sujet a à parcourir en son entier, traversant toutes les identifications impliquées par ce trajet, se trouvant toujours renvoyé du fait des mécanismes signifiants. À l'étage supérieur, à une cour supérieure, dit Lacan, jusqu'à cette limite du nom du père équivalent à l'autre, comme fondement de la loi dans l'analyse du mot d'esprit, signifiant ultime, assurant la stabilité de la construction oedipienne tout entière. L'analyse du Witz et celle du complexe d'Oedipe sont fondées sur un même point de structure. Le sujet se trouve affecté par le désir, mais ne peut parvenir à l'articuler, à véritablement le signifier du fait de la subversion de ce désir par le signifiant. Le Witz consiste en une trouvaille qui supplée à l'insuffisance du langage, le peu de sens à traduire le désir. Selon une logique identique, du point de vue de l'enfant ayant à s'inscrire dans la dialectique sociale en tant qu'être désirant, c'est le phallus qui prend en charge l'ensemble de la question de la signification en tant que symbole général de cette marque, de ce manque fondamental nécessaire à introduire le désir dans le signifiant, à condition que soit en place le signifiant particulier qu'est le nom du père et qui assure l'ancrage du signifiant dans la loi. L'on peut considérer le séminaire sur les formations de l'inconscient comme un véritable traité sur cette notion si problématique et difficile à saisir qu'est le phallus. La troisième section en propose plusieurs abords qui ne se laissent pas nécessairement concilier, mais c'est là précisément que peut résider l'un des enjeux de cette lecture. Indiquons simplement quelques perspectives. Lacan écrit le phallus lorsqu'il évoque la nécessité structurale de ce terme en tant que venant se superposer au corps des signifiants pour désigner l'ensemble des effets du signifiant. Le phallus est le signifiant du désir de l'autre, la marque de ce que l'autre désire en tant qu'autre réel. C'est grâce au signifiant phallique que se constitue l'au-delà de la demande, l'au-delà du registre signifiant qui ouvre au sujet le champ du désir.
Le désir constitue le concept central de la troisième partie. C'est là le point de vue à partir duquel Lacan interroge la clinique de l'hystérique et de l'obsessionnel. Subverti par le signifiant et restant de ce fait toujours inexprimé, le désir prend dans ses développements cliniques sur la névrose la valeur d'un indicible, d'un delà du signifiant et de l'autre de la demande, à quoi les symptômes hystériques et obsessionnels ouvrent des voies d'accès différentes. Notons que la composante indicible, inexprimable du désir sera conceptualisée plus tard par Lacan sous le terme de jouissance. L'autre est donc le lieu où se découvre le désir, et pourtant simultanément consiste en une structure qui empêche sa réalisation. Face à cette impasse constitutive du sujet, l'hystérique mettra l'accent sur l'insatisfaction du désir, et pour ce faire cherchera dans le désir de l'autre l'indice du sien propre, tandis que la stratégie de l'obsessionnel confronté à cette même aporie sera de faire du désir un désir interdit qui nie l'autre comme tel. Impossible de restituer ici toute la portée clinique de cette dernière section du séminaire. Son intitulé, La dialectique du désir et de la demande dans la clinique et dans la cure des névroses, tient ses promesses, puisque dans la rubrique des conséquences à tirer de ces leçons sur le désir, un passage est dévolu au désir de l'analyste. Le chapitre 24, Transfert et suggestion, donne des indications éthiques précieuses. L'opération analytique y est présentée comme ayant à maintenir toujours séparées les deux lignes supérieures du graphe, celle du signifiant, de l'identification et de la suggestion d'une part, et d'autre part celle de l'au-delà du signifiant, la ligne du transfert. C'est dans l'espace tenu ouvert par l'analyste entre ces deux lignes que le sujet pourra trouver accès à son désir. 50 ans après que Jacques Lacan ait prononcé ces leçons, elles restent d'une actualité brûlante. À l'heure où les pratiques psy se démultiplient comme autant de stratégies de la suggestion, arrangées donc à l'étage inférieur du graphe, le 5e séminaire vise un sommet, redessinant l'offre de la psychanalyse, la conquête avec chaque analyse de ce qui n'est pas programmable. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.